la tendance des nouvelles tendances de consommation au sens large, hein. Il y a eu une accélération évidemment l'année dernière, enfin encore aujourd'hui, par rapport à la crise qu'on a connue. Nous, on a chez nous des adhérents qui faisaient pratiquement pas de B2C et qui ont monté à 8% du chiffre d'affaires. C'est forcément pour eux une autre activité. On ne le gère pas pareil du B2B et du B2C et forcément ça pose des questions en termes de stratégie, en termes de système d'info. Donc forcément il y a des grands enjeux. Sur la partie logistique urbaine, plus largement, je pense que c'est effectivement un exemple de la complexité en fait de la chaîne logistique. Je pense que dans le cas d'une logistique urbaine, on retrouve toutes les problématiques qu'on peut trouver dans l'ensemble des chaînes, c'est-à-dire à la fois effectivement la multiplicité des acteurs, la multiplicité des canaux de distribution, la question du foncier, la question bien évidemment du véhicule, la question du rôle de l'acteur public qui prend aujourd'hui de plus en plus en main cette question de la logistique urbaine. Enfin, moi, à chaque fois que j'en parle à des étudiants notamment, je leur rappelle qu'un référent logistique urbaine à la ville de Paris, le poste a été créé en 2001. Donc ça veut dire que dans toutes les métropoles et dans les collectivités plus petites sur le territoire, forcément c'est un sujet nouveau qui est compliqué à appréhender, qui est difficile parce qu'on a des thématiques qui sont très très diverses, des organisations, des acteurs et qui sont en plus territorialisées, c'est-à-dire que c'est complexe aussi pour les acteurs logistiques d'avoir une vision puisqu'il faut regarder vraiment au cas par cas, collectivité par collectivité, quelles sont les politiques qui sont poursuivies, quelles sont les volontés politiques, quelle est la situation du territoire. Encore une fois, hein, dans le cadre de l'actualité, on a bien évidemment le développement aujourd'hui des chartes de logistique urbaine durable. Alors ça, c'est un projet qu'on accompagne sur Rennes et qui va se développer un peu partout. Et puis les fameuses zones à faible émission qui aujourd'hui se développent de plus en plus avec la dernière annonce là, sur la loi climat et résilience de 35 collectivités avec obligation d'une zone à faible émission, donc qui va aussi faire bouger les lignes. Oui, les collectivités ont des moyens d'agir, toute une palette. On peut commencer par simplement s'intéresser à la circulation et au stationnement, ce qui est déjà un moyen d'intervention. Est-ce qu'on autorise les livraisons n'importe où, n'importe quand, ou est-ce qu'on réglemente avec des fenêtres, par exemple? Est-ce qu'on aménage ou pas des stationnements et est-ce qu'on veille à ce que les places de stationnement soient respectées et effectivement réservées à ceux à qui elles sont destinées? Là aussi, c'est de responsabilité municipale, d'avoir une police municipale qui veille à ce qu'il n'y ait pas de voitures ventouses et qui oblige les véhicules de stationnement à se garer en double fil. L'enquête sur l'Île-de-France est assez extraordinaire, hein. Les 2/3 des livraisons dans Paris sont dans des conditions dérogatoires au code de la route. Le taux décline légèrement quand on va un peu plus loin du centre, hein. On descend à la moitié seulement, n'est-ce pas? Voilà où on en est. Quand on va au Japon, c'est pas comme ça. Il y a des places de stationnement réservées, et elles sont réservées. Et un chauffeur-livreur non plus n'est pas déshonoré de sortir les colis de son camion, de les mettre sur un chariot et de les pousser pendant 100 mètres sur le trottoir jusqu'à la boutique à livrer sans boucher la rue. Et moyennant quoi, quand on voit les logisticiens japonais, ils ont un nombre de livraisons dans la journée extraordinairement élevé par rapport aux Européens. C'est-à-dire que cette discipline individuelle, elle se traduit par une productivité collective et que la livraison, elle est beaucoup moins chère et qu'il y a très longtemps qu'au Japon, les gens prennent le train sans prendre de bagages parce que c'est le takubin, les grands messagers, qui portent leurs valises. Mais il y en a tellement que c'est bon marché, et c'est tellement bon marché qu'il y en a beaucoup. Donc il y a un cercle vertueux. Donc voilà. Alors, les collectivités peuvent intervenir d'abord sur la circulation, sur le stationnement. La circulation, il faut faire attention parce que beaucoup d'élus sont tentés par des intuitions contre-productives. Je vais interdire les camions. Alors effectivement, c'est moins choquant pour les citoyens. Voir un camion en centre-ville, ça semble brutal. Mais remplacer un camion par 6 véhicules, par 6 camionnettes, le bilan énergétique, pollution, congestion, coût économique est désastreux. Donc il ne faut pas mettre la barre trop, limiter trop la taille et le poids des véhicules utilisés en réseau. Et ensuite, on peut intervenir sur les types de véhicules. Et effectivement, on voit des villes comme Paris proscrire à terme les véhicules diesel et puis après les véhicules thermiques. Et on peut aller encore plus loin en se mêlant d'immobilier
en facilitant, y compris en subventionnant s'il le faut, la construction d'espaces logistiques urbains, de sorte qu'au lieu de livrer en centre-ville à partir d'entrepôts périphériques par de petits véhicules et avec un dernier kilomètre qui mesure 10 kilomètres et qui était très anti-écologique et anti-économique, on amène un gros camion, enfin un camion raisonnablement gros, pas un semi-remorque de 40 tonnes, mais un camion de 19 tonnes au centre-ville. Si c'est la nuit, en plus, ça gêne pas grand monde. À partir de quoi la livraison se fait par petits véhicules et de préférence électriques. Donc il y a quand même aussi des marges de progrès considérables. Cela étant, c'est souligner quand même le rôle des véhicules utilitaires légers. C'est la partie cachée du transport. Vous avez une grosse littérature sur l'automobile, une bonne littérature sur les poids lourds. Sur les camionnettes, on n'en parle pas. Il y en a 10 fois plus que de poids lourds en France. Il y a 6 millions de véhicules utilitaires légers en France. C'est la face cachée du transport. C'est très bizarre. Et ils émettent 20% des gaz à effet de serre du secteur transport en France. Les poids lourds, 22%. À peine plus. Donc il y a un enjeu considérable, véhicule utilitaire léger, qui est évidemment l'outil de base, avec le cycliste, qui est encore autre chose, de la logistique urbaine. Alors cela étant, il faut optimiser, il faut effectivement des taux de chargement mieux, il faut l'incitation à travers les prix de livraison, mais on peut quand même aussi, là encore, avoir des marges de progrès, la professionnalisation. Pour moitié, les livraisons dans Paris sont pour compte propre. On a une vieille camionnette qui donne d'ailleurs une image très très négative de la logistique parce qu'elle est polluante et pourrie et on l'utilise 2 heures par jour. Quand on confie ça à une entreprise professionnelle externe, il y a un gain de qualité, de productivité, etc., etc. Deuxièmement, ces véhicules sont déjà en train de s'électrifier. Et l'électrification des VUL ira plus vite que celle des poids lourds. Donc là, il y a aussi des marges de progrès. Et puis, quant au bilan carbone, moi, je serais assez nuancé. On dit que c'est un désastre. Ça dépend à quoi on compare. Parce que si, dans une tournée, un VUL convenablement géré fait 20 ou 30 livraisons et que ça substitue à 20 ou 30 automobiles qui vont quelque part dans une grande surface de périphérie pour rapporter 10 kilos de marchandises, comme c'est le cas souvent, le bilan carbone est positif. Donc ne soyons pas caricaturaux. Pour autant, je sais bien qu'il y a aussi des débats politiques et que ça devient une question assez polémique contre Amazon, ces méga-entrepôts. Amazon dit « je crée de l'emploi », certains disent « vous en détruisez davantage dans le commerce traditionnel auquel vous vous substituez ». Donc c'est une question économique, sociale, environnementale, complexe et ce serait intéressant de nourrir ce débat sans en masquer la difficulté et même les conflits. Les entrepôts de proximité, je pense que ça doit voir le jour, ça doit s'organiser. La Poste ou les livreurs de petits colis ou de e-commerce principalement avant Noël, là c'était une grosse panique, trouver des entrepôts partout, de mettre en place des backups de soutien à certaines organisations. Et donc ça mérite vraiment une vraie réflexion sur l'organisation. Bon, nous on ne fait pas de dernier kilomètre pur et dur, sauf qu'on fait de la distribution. Tant d'ailleurs, M. Salvi disait que il va falloir vraiment réfléchir parce que nous, on livre les supérettes de centre-ville en grande distribution. C'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Rien n'est aménagé. Quand vous voyez qu'il en est ouverte, là, ils en ouvrent encore très récemment, il n'y a aucun lieu de réception. Rien. Et je ne comprends même pas que la ville puisse autoriser ou ne pas imposer. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que la marchandise, elle ne vient pas par le ciel. Il y a bien un camion qui vient amener régulièrement. Il y a des trottoirs à sauter, il y a tout un tas de choses. Il y a des palettes qui font plus d'1 tonne. Les palettes de liquide, ça fait plus d'1 tonne. Le chauffeur, même s'il a un transpalette électrique, il faut sauter des trottoirs, il faut aller dans le magasin. Rien n'est organisé. C'est un véritable scandale. On donne des autorisations d'ouverture des magasins de proximité. Vous avez un rue Saint-Élie à Rennes, vous pouvez regarder, en face de l'église. Il y a un Carrefour Market qui vient d'être ouvert. Il n'y a rien qui est prévu pour livrer un camion. Rien. Et après, on passe sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un superbe camion à la haie qui est en travers d'une piste cyclable. Et là, on crie au scandale. La défense des cyclistes, là, au scandale, il y a un camion en travers. Ah oui, c'est ça où on ne livre pas. Donc,